Jacques Goldberg est interviewé à Paris par Marcel Brisebois. Jacques Goldberg, est-ce que la culpabilité est un phénomène propre aux civilisations occidentales? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, et précisément c'est un peu pour ça que j'ai fait ce livre, pour montrer que la culpabilité était quelque chose d'originaire et de fondamental, et que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, premièrement, il n'y a pas de civilisation de la culpabilité qu'on pourrait opposer à ce qu'on a appelé des civilisations de la honte, et que, deuxièmement, évidemment c'est un peu rapide ce que je dis, et je ne le développe pas précisément dans mon livre, mais deuxièmement, il y a encore une culpabilité extrêmement importante dans notre civilisation. Bon, simplement, elle ne se manifeste pas de la même façon. Elle est déplacée. Certaines personnes pensent que dans nos civilisations occidentales, la culpabilité serait en régression. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, et le titre du livre, d'ailleurs, qui est un petit peu provocant, parce que c'est pas une approche logique de la culpabilité, et le terme d'axiome, la culpabilité comme axiome de la psychanalyse, bien sûr, ne renvoie pas à un axiome mathématique, mais ça renvoie à ce qui est originaire, ce qui est principe d'intelligibilité, et ce qui est d'une certaine façon inéluctable. On ne peut pas évacuer la culpabilité, quelles que soient les formes, quelles que soient les figurabilités, quelles que soient les façons dont on traite la culpabilité dans une civilisation donnée. Or, il est bien évident que notre modernité, et disons ce qu'on peut appeler aussi notre post-modernité, ne traite pas la culpabilité, ne la gère pas, ne la travaille pas de la même façon que la civilisation, y compris celle du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Pour arriver quand même à préciser un peu ce dont on parle, est-ce que vous pourriez me dire ce que c'est que la culpabilité? Oui, alors la façon dont je prends la question dans ce livre, c'est une façon d'aborder la culpabilité sans passer par le défilé des théorisations sur la culpabilité. J'entends par théorisation sur la culpabilité tout ce qu'on peut dire sur les représentations de la faute. Péché originel ou faute sexuelle, par exemple. Est-ce qu'on peut penser la culpabilité en dehors de tout ce qu'on peut élaborer autour de la représentation de la faute? Et j'aborde la question en disant, il y a des sentiments de culpabilité, la culpabilité comme affect, la culpabilité comme vécu, comme ressenti, et quelle est la nature spécifique de l'affect de culpabilité? C'est l'angoisse. D'ailleurs, Freud dit la culpabilité est une variante topique de l'angoisse, c'est-à-dire l'angoisse vis-à-vis du surmoi. Et je ne veux pas entrer dans le détail de toute la théorie du surmoi et de l'angoisse chez Freud, mais pour moi, la culpabilité est d'abord un vécu, et un vécu sur le mode d'une persécution interne. Ça, c'est une chose. Et au niveau des représentations de cette persécution interne, il y a la dette. Pas trop vite, s'il Oui. vous plaît. Persécution. Mais persécution, ça suppose un persécuteur. Oui, le persécuteur, c'est la pulsion. Ici, on est en plein dans le champ de la psychanalyse. Hein. La pulsion comme énergie qui attaque de l'intérieur. Et la pulsion sous sa forme qui n'est pas liée, qui n'est pas symbolisée, qui n'est pas figurée, qui n'est pas métabolisée. Je vais reprendre une de vos expressions. Oui. Vous dites quelque part dans l'ouvrage, la culpabilité, c'est l'homme malade de soi-même. Oui. Là, je crois qu'on est en plein dans ce qui fait la découverte spécifique de la psychanalyse, à savoir la division du sujet au niveau pulsionnel, pulsion de vie, pulsion de mort, et j'entends par pulsion de mort la pulsion en tant qu'elle n'est pas liée, en tant qu'elle fonctionne sous le régime de la pulsion partielle, comme par exemple le dit Freud, mais le dit encore plus nettement quelqu'un comme Klein, et le sujet en tant qu'il est divisé parce qu'il y a clivage du sujet. Il y a un inconscient. Le sujet est donc divisé de l'intérieur. Et l'approche que je fais de la culpabilité est une approche qu'on pourrait appeler une approche endogène, une approche interne, qui est tout à fait consubstantielle à l'anthropologie structurale de la psychanalyse. L'anthropologie structurale de la psychanalyse nous dit nous sommes des êtres de pulsion,
en proie au clivage, en proie à la coupure, parce que nous avons un inconscient. C'est ce que Lacan appellera le sujet barré. Et la dette? Mais la dette, alors on peut la prendre à différents niveaux, tout en restant dans cette problématique interne au champ psychanalytique. La dette, c'est d'une part une dette à l'égard de la pulsion elle-même, à savoir que la pulsion demande sa réalisation par rapport au désir, soit sous le régime du lié, mais alors ça bloque la pulsion, il faut rabattre la pulsion sur un territoire, le territoire familial par exemple, pour parler comme Deleuze, soit laisser être la pulsion d'une manière morcelée, d'une manière diffuse et d'une manière sauvage. Et c'est ce qui est très proche de la perversion. La perversion, au fond, dit jouir, laisser être le flux désirant. Ça, c'est un aspect de la dette. L'autre aspect de la dette, sur lequel je mets l'accent surtout dans le chapitre où j'examine culpabilité et infériorité, c'est ce que j'appellerais la dette à l'égard de l'unité. Autrement dit, chacun d'entre nous dit moi, mais le moi, c'est le personnage social, le personnage de surface, le personnage en tant qu'il a une fonction, en tant qu'il joue un rôle, mais je ne peux pas dire je. Bon, ça paraît paradoxal puisque je suis en train de dire je, mais je ne peux pas dire je, ça veut dire je ne peux pas coïncider avec moi-même et j'ai le désir de coïncider avec moi-même. Et ça, je ne peux pas. On peut prendre les choses autrement dans une formulation un petit peu plus complexe, mais que je simplifie et que j'emprunte à Lacan. La formation du sujet, la constitution du sujet s'effectue à partir du désir de l'autre. Prenons les parents, le désir des parents. Et je dirais qu'ici, il y a une dette vis-à-vis du désir des parents. L'enfant va se constituer en tant que sujet par rapport au désir des parents d'être ce qui va combler le manque des parents. Et ça, il n'y arrive pas. Quoi qu'il fasse, même s'il réussit socialement, il n'y arrive pas. Il y a toujours un écart entre l'idéal de soi et ce que l'on est réellement. Il y a toujours un manque, il y a toujours une béance, et c'est ça la coupure. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé étymologiquement la justification du rapprochement entre culpabilité et coupure ou coupabilité, mais on est hanté par cela. Être coupable, c'est être coupé, indépendamment donc d'un contexte social, indépendamment d'une idéologie. Et vous allez même jusqu'à dire, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, vous écrivez dans votre ouvrage, que la culpabilité est antérieure à la faute, qu'on n'a pas besoin de faute pour être coupable. Oui, je dirais au contraire, la faute vient soulager l'angoisse de culpabilité. Des gens comme Kierkegaard, des gens comme Kafka, des gens comme Sartre l'avaient déjà dit. Qu'est-ce que c'est que l'angoisse? C'est l'angoisse devant la liberté, le vertige de la liberté. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour remplir l'angoisse? L'angoisse, c'est le vide. On a peur de quelque chose et on est angoissé, on ne sait pas devant quoi. Et la faute vient remplir le vide de l'angoisse, vient lui donner un objet. Au fond, c'est un espèce de vertige d'être, n'est-ce pas? Le vertige d'être, exactement. On est devant l'être, et alors c'est un espèce d'appel, et finalement, on succombe, on tombe dans le vide. Et tout l'effort d'une civilisation, bon, je vais un peu vite, évidemment, parce qu'il faudrait ici faire le détail, mais l'effort d'une civilisation, l'effort culturel, est un effort pour traiter la culpabilité en donnant les moyens de la symboliser, de la métaboliser, de la figurer. Mais alors, qu'est-ce que la culpabilité doit, enfin dans le monde occidental, à la religion judéo-chrétienne? Il y a évidemment beaucoup de rapprochements que j'indique dans mon livre, le thème du péché, le thème de la dette, le thème du rachat, le thème de l'aveu, en tant que l'aveu soulage. Mais je dirais que la religion judéo-chrétienne est une des manières, parmi d'autres, de traiter la culpabilité, ou comme dit Gaget, qui a écrit un livre qui s'appelle Freud et le christianisme, une façon de gérer la culpabilité, de faire travailler la culpabilité. Est-ce qu'elle la creuse? Est-ce que le judéo-christianisme creuse la culpabilité? Est-ce que, autrement dit, enfin je reprends un peu la question du début, est-ce que finalement nous, judéo-chrétiens, enfin vivant dans ce contexte de civilisation marqué par le judéo-christianisme, est-ce que finalement nous sommes plus malades que les autres de culpabilité?
Je ne suis pas sûr que nous soyons plus malades que les autres. Nous vivons la culpabilité autrement. Je dirais, par exemple, ça, j'avance ça très rapidement. Il y a quelqu'un qui a lancé ça dernièrement dans une conférence, c'est Paul-Laurent Assoun. Je dirais très rapidement que, en m'inspirant d'ailleurs de Kafka, hein, dans le château de Kafka, à un moment, Joseph K. dit il faut se mettre en règle avec l'administration. On peut se demander si notre dette, notre façon actuelle de figurer la dette, ce n'est pas de se mettre en règle. Se mettre en règle avec le corps, se mettre en règle avec notre narcissisme, se mettre en règle avec l'administration, etc. Toujours se mettre en règle avec l'État. Et si la forme envahissante de la dette aujourd'hui n'est pas par rapport à quelque chose qu'on pourrait appeler le règlement, la bureaucratisation dont tout le monde parle. Est-ce que c'est pas le dernier avatar de notre façon de figurer la culpabilité, cette espèce d'obsessionnalisation de la culpabilité, qu'on n'appelle pas culpabilité. Oui. Est-ce que la culpabilité est différente selon les sexes? Ça, je n'ai pas réfléchi directement à cette question. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a des différences, puisqu'il y a une différence des sexes. Il y a aussi une différence de structure, mais homme ou femme, la référence au désir, on n'échappe pas au désir, on n'échappe pas au clivage, on n'échappe pas aux pulsions. Alors, est-ce que la culpabilité est guérissable? Je ne pense pas. On peut l'atténuer, on peut l'alléger, mais on ne peut pas guérir de la culpabilité. C'est pourquoi je disais, si l'homme est un animal malade de lui-même, reprenant ici une formule de Nietzsche, c'est pas un malade imaginaire. Nous sommes fondamentalement malades de la culpabilité dans la mesure où on ne peut pas sauter hors de l'inconscient, on ne peut pas sauter hors du désir, on ne peut pas sauter hors du champ pulsionnel. Mais alors comment on fait pour alléger cette culpabilité qui peut devenir absolument étouffante? Enfin, elle l'est pour certains. Oui, on la verbalise d'une part. On essaie de verbaliser ce qui se passe au niveau du désir, au niveau pulsionnel, au niveau du rapport de la constitution du sujet par rapport au désir de l'autre et à la demande de l'autre. Et chacun d'entre nous, je dirais d'une certaine façon, a sa manière d'obsessionnaliser ou d'hystériser, selon son type de structure névrotique, la culpabilité. Mais nous parlions tout à l'heure de ces culpabilités collectives et devant ces phénomènes, les sociétés dans lesquelles nous vivons nous invitent par exemple justement à aider les pays en voie de développement, on fait des quêtes, on organise des concerts, etc. On se sent coupable donc vis-à-vis de ces gens-là et on a des solutions. Enfin, des solutions qui peuvent apparaître même comme des solutions de rachat. On a développé ces attitudes à l'égard donc des sous-développés, à l'égard de ceux qui ont faim, et récemment à l'égard de ceux qui sont atteints du sida, etc. Est-ce qu'il y a une rédemption possible de ce point de vue-là? Est-ce qu'il y a un rachat possible? Est-ce qu'on peut se racheter d'une certaine façon? Il n'y a pas de rachat au sens où peut-être vous l'entendez. Enfin, pour moi, rachat, ça a une connotation religieuse. Il y a une réparation et des tentatives de réparation. Car qu'est-ce qu'on fait avec la culpabilité? On essaie de réparer. Et ce sont des formes de réparation. Oui, mais semble-t-il qu'il y a des irréparables. Par exemple, ces temps derniers, on a beaucoup évoqué les problèmes du génocide juif à l'occasion de certaines élections dans certains pays. Et on a entendu des gens qui disent il n'y a pas de réparation possible. Est-ce que c'est vrai? D'une certaine façon, oui, c'est vrai. D'une certaine façon. Oui. Mais alors comment peut-on vivre à ce moment-là? Je pense que de toute façon, on vit assez mal. Oui, mais on vit assez mal. Alors, et en même temps, ça fait partie de l'indispensable, car il faut vivre assez mal pour avoir envie de réparer et pour pouvoir sublimer, comme nous disons en langage psychanalytique, c'est-à-dire pour pouvoir faire œuvre culturelle. C'est la culpabilité qui fait travailler la culture. Oui, mais je veux bien, mais l'individu ou même le peuple, n'est-ce pas, s'il avouait demain, il ne serait quand même pas quitte. Alors qu'est-ce qui est possible de faire? Est-ce que finalement on traîne toujours, n'est-ce pas, cette espèce de marque, cette espèce de faute originelle, pour reprendre un terme que vous-même vous avez employé?
Je pense que oui. Je pense que oui, à ceci près qu'en tant qu'analyste, mais enfin on n'a pas besoin d'être analyste pour dire une chose pareille, je crois que le fait de ne pas être heureux n'empêche pas d'exister. Oui, mais tous nous voulons vivre heureux quand même. Pas trop malheureux, le moins malheureux possible. Oui. Hein, c'est plutôt comme ça que je poserai la question. Pour moi, il n'y a pas de retrouvailles. La coupure interne, elle est fondamentale et elle est inéluctable. C'est la différence du langage analytique et du langage chrétien, par exemple. Hein, car quelqu'un comme Jean Lacroix, par exemple, lorsqu'il parle de la culpabilité, il dit que la culpabilité, quand il la rapporte au péché, il dit aussi que c'est une coupure. Mais pour lui, il y a des retrouvailles. Il y a un moment où les choses vont pouvoir se recoller, coïncider. Dans la perspective analytique, non, il n'y a pas de retrouvailles. La coupure est inéluctable. Le sujet est fondamentalement barré. Je veux dire que la psychanalyse est une pensée fondamentalement pessimiste. On a parlé du pessimisme radical de Freud, et c'est vrai. Ça ne veut pas dire que la psychanalyse n'apporte pas un soulagement, n'apporte pas une méthode de vivre moins mal. Mais vivre mieux et croire au bonheur, nous pensons que c'est une illusion. C'est cela qui, fondamentalement, nous sépare d'un mode de pensée chrétien. C'est-à-dire que finalement, religieux. Oui. C'est-à-dire que finalement, on est invité à un certain stoïcisme. D'une certaine façon, oui. Le savoir et le stoïcisme. Alors, quelle morale est possible à ce moment-là? Ben, une éthique qui est une éthique du savoir, car la psychanalyse, c'est cela, plus de savoir. Savoir quoi? Savoir où on en est par rapport à son propre désir, savoir comment on se situe par rapport au désir, et ne pas se délivrer des illusions jusqu'au point où on peut le supporter, car chacun a à savoir jusqu'où il peut se délivrer d'un certain nombre d'illusions. Ça varie avec chacun. Dans une perspective chrétienne, lorsqu'il y a faute, il y a pardon. Et le pardon permet d'aller plus loin. Pour vous, donc, il n'y a pas de pardon possible. Vous n'attendez rien de l'autre vis-à-vis de votre culpabilité, à l'égard de votre culpabilité. Non. Non, je ne pense pas qu'on puisse attendre de l'autre, sinon une aide pour aller plus loin dans le savoir. Et pour mieux s'y repérer dans la place qu'on occupe en tant que sujet de désir. Et ensuite, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quelque chose qui est de l'ordre de la résignation. L'être pour la mort. Mais quel progrès est possible dans une vie à ce moment-là? Quel progrès éthique est possible? Le progrès se situe au niveau de la sublimation et au niveau de l'ensemble des activités que permet la sublimation, y compris au niveau du savoir, bien entendu. Oui. Aller plus loin dans le savoir. Aller plus loin dans le savoir. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il est possible de penser à une action en fonction de cela, ou si finalement l'individu ne se retrouve pas replié sur lui-même, simplement heureux d'être conscient? Oui, il faut quand même pas oublier, même si il ne faut pas rabattre trop les choses dans ce domaine, la psychanalyse, c'est une thérapie. Et une thérapie qui ne vise pas directement la guérison, qui n'a pas des visées directes d'oblativité et d'amour du prochain, mais qui est un mode d'assistance à l'autre. Assister l'autre dans le travail que l'autre peut faire pour aller plus loin dans la connaissance de soi. Et jusqu'où va cette assistance? Jusqu'où l'autre le demande et jusqu'où il peut le supporter. Certains psychanalystes, enfin, ou certaines personnes qui s'intéressent à la psychanalyse, récemment prétendaient que finalement, entre le psychanalyste et l'analysé, il y a une relation d'amour. Est-ce que vous iriez jusque-là? Ah oui. Oui, une relation d'amour, mais qui doit passer par le verbe. Mais cet amour vis-à-vis de cette culpabilité, comment ces deux réalités s'articulent-elles? Est-ce que tout à coup, le psychanalysé peut penser que dans cet amour, justement, il y a un soulagement total et s'en remettre tout à fait à cet amour? Ou si, au contraire, le psychanalyste ne renvoie-t-il pas, lui, définitivement le sujet, encore une fois, à sa solitude? Oui, ça, je crois que c'est ce deuxième aspect qu'il faut reconnaître, c'est-à-dire que le sujet, finalement, est renvoyé à sa solitude parce que nous sommes seuls. Nous sommes seuls avec les autres, mais nous sommes seuls. Donc, finalement, il n'y a pas d'espérance.
L'espérance de plus de savoir et l'espérance de pouvoir supporter l'angoisse et la culpabilité. Mais à ce moment-là, ne vaudrait-il pas mieux vivre dans l'ignorance, vivre dans une espèce de béatitude? Enfin, on reproche souvent à nos contemporains de ne pas être conscients. Qu'est-ce que peut donner une conscience qui finalement nous conduirait, à toute fin pratique, peut-être justement au vertige et au Vous vertige savez, alors ultime qu'est le là, suicide? c'est à la fois le philosophe et l'analyste qui va vous répondre. Socrate disait peut-être qu'il vaut mieux être un pourceau satisfait qu'un philosophe. Bon, je veux dire qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui passe sa vie à penser, qui est fasciné par le savoir, peu importe où ça va le conduire. Et au niveau de l'analyse, il se passe quelque chose du même genre. Mhm. Hein, le désir de savoir qui l'emporte sur tout le reste. Mhm. Alors bien sûr, quelqu'un peut très bien choisir de ne pas savoir et de vivre dans la méconnaissance. Et comment vous les jugez, ces gens-là? Je ne les juge pas. Vous Je ne pensez... juge pas. Non. Je ne juge pas. L'attitude analytique est une attitude de neutralité. Il n'y a pas à juger. Chacun se débrouille comme il peut avec cela. Mais ça finit par être un monde atomisé. Vivre avec les autres, ce dont vous parliez tout à l'heure. Comment cela est-il possible quand finalement on est toujours renvoyé à soi-même? À renvoyer à soi-même à travers l'autre, car chacun d'entre nous se constitue à travers le désir de l'autre, et y compris le désir collectif. Je parlais de l'État tout à l'heure et de la façon d'administrer la culpabilité. Bon, c'est pas une monade. Nous ne sommes pas des monades. Nous ne sommes pas des monades. Pas des monades. Alors tout ce qui reste à ce moment-là, c'est une politique finalement. Il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre d'une politique au sens de gestion. Comment gérer collectivement la culpabilité? Tout ce travail que vous avez fait, comment ça se situe dans l'ensemble de votre œuvre, dans l'ensemble de votre démarche? Travail de professeur ou au contraire travail d'éthicien, travail de personne qui veut intervenir dans la société, travail d'intellectuel? Comment vous voyez ça? Travail de philosophe d'abord qui a toujours été préoccupé par la question éthique. La question éthique et en particulier Nietzsche, en tant que Nietzsche critique la notion de culpabilité et rabat la culpabilité sur la culpabilisation. Je vais un peu vite, mais c'est un thème qui a été repris par Deleuze, par exemple, dans l'Anti-Édipe. À savoir, la culpabilité vient du dehors. La culpabilité vient du dehors et il y a un processus qui est un processus de culpabilisation et qui est une injection, qui est une induction idéologique. Or, j'ai voulu montrer que du point de vue analytique, on ne pouvait pas dire ça. Que la culpabilité ne vient pas du dehors et n'est pas une injection idéologique, mais elle est vraiment structurale et fondamentale. D'où le titre d'Axiome. Et une préoccupation d'analyste. Car en fait, dans les analyses actuelles, on rencontre peu de cas qui sont vraiment centrés sur la culpabilité. Ça passe ailleurs, ça passe surtout par, disons, la dépression, par toutes les formes d'angoisse, mais pas directement la culpabilité. Et aussi quelqu'un qui réfléchit un petit peu sur la modernité et qui se demande si la culpabilité a véritablement disparu de notre modernité. Et alors, quels sont les prochains travaux que vous allez entreprendre? Eh bien, j'ai un travail en cours sur la peur avec un collègue à moi, entre peur et culpabilité, peur et angoisse, pardon. Est-ce qu'il y a une différence entre peur et angoisse? Et est-ce que peut-être notre modernité n'a pas substitué à l'angoisse de culpabilité quelque chose qui serait de l'ordre de la peur et de la honte? Ça, c'est tout à fait en cours, je ne peux pas en dire plus, c'est un travail. Et un autre travail qui est un projet de livre sur psychanalyse et réalité sociale, qui est quelque chose d'assez vaste, où j'essaierai peut-être de pouvoir répondre, ou en tout cas de formuler, mieux que je ne peux le faire actuellement, certaines questions que vous m'avez posées. Mais les réponses sont encore pour vous à trouver. Les réponses sont encore à trouver. Vous me parliez d'un travail fait en collaboration avec des collègues. Comment s'articule cette collaboration, si c'est possible de vous le demander? Bien, mon collègue, qui est le docteur Henri Danon-Boileau, qui a déjà écrit un livre sur les études et l'échec, est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience clinique que moi et qui par conséquent peut m'apporter un certain nombre de matériaux
Et moi, j'ai une formation plus philosophique et je peux peut-être apporter ce qui est de l'ordre de la mise en forme problématique des matériaux que nous aurons réunis. Alors on se rencontre assez souvent, on en discute et on a commencé déjà. Et ce genre de réflexion se traduit dans vos cours? Oui, parce que j'en parle un petit peu, enfin pour l'instant de façon discrète? Discrète, dans la mesure où il n'y a pas encore de position très affirmée. Ce sont des éléments épars pour l'instant. Dans le travail que vous avez fait sur la culpabilité, vous faites référence précisément aux travaux du professeur Delumeau sur la peur. Oui. Quand vous parlez de peur actuellement, est-ce que vous parlez de la peur collective, comme le fait Delumeau, ou si vous parlez de la peur individuelle, celle qui peut tirer... Les deux. Les deux. Hein, les peurs individuelles et les peurs collectives qui sont actuellement assez flagrantes, qu'on a vues dernièrement avec l'incident nucléaire. Oui. Est-ce que la culpabilité se greffe sur cette peur? Enfin, c'est ce que Delumeau pense, n'est-ce pas? C'est qu'au point de départ, il y a phénomène de peur, il y a une peur, et puis la culpabilité va creuser, va se nourrir de cette peur. Est-ce que vous pensez, vous allez dans le même sens? Ou peut-être le sens contraire. Peut-être que la peur vient donner une figuration à l'angoisse, c'est-à-dire à ce qui est justement informulable et infigurable. Ça concrétise. C'est-à-dire, d'une certaine façon, la peur rassurerait contre l'angoisse, si on peut dire les choses comme ça, très rapidement. Comme vous disiez tout à l'heure, la faute aussi rassure de la culpabilité. Voilà, oui. Voilà. Jacques Goldberg, je vous remercie. Rappelons que Jacques Goldberg, philosophe, psychanalyste et professeur à l'Université de Paris, a publié en 1985 La culpabilité, axiome de la psychanalyse, aux presses universitaires de France.